Merci. Bien, je ne vais pas parler de choses très contemporaines en fait aujourd'hui, puisque je vais revenir sur une des problématiques qui me paraît importante dans les arts and crafts, qui est le rapport entre l'art, l'artisanat et, j'allais dire, l'industrie, puisque c'est quand même cette apparition de l'industrie qui va amener une réaction, j'allais dire, relativement, enfin, sinon violente, du moins virulente sur certains de ces aspects. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais expliquer, c'est que on va commencer en posant le problème de la manufacture, c'est-à-dire en fait de ce qu'est l'industrie. Depuis le XVIIe siècle, on a en fait un changement radical dans la production qui va arriver et qui concerne certains biens de consommation, avec la création d'une entité spécifique qui va s'appeler la manufacture et qui va prendre effectivement de plus en plus de place. Selon Patrick Verlet, la définition de la manufacture se résume et se distingue surtout de la grande industrie en ce qu'elle n'emploie pas de machines complexes, mais juxtapose en un même établissement des travailleurs qui travaillent à la main. La manufacture ne suppose donc pas une technique plus élaborée que celle de l'artisanat, mais elle implique une séparation entre le capital d'un côté et le travail, et en même temps la réunion dans un même lieu des travailleurs. Et des années plus tard, à la fin du XIXe siècle, excusez-moi, Karl Marx va définir, lui, deux types de manufacture. Celle où il explique qu'il n'y a finalement que l'addition de métiers indépendants, et puis un autre type de manufacture qui est en fait une coopération immédiate d'ouvriers qui exercent chacun un travail parcellaire, c'est-à-dire en fait qui ne font qu'un petit bout du travail pour aboutir à un tout. Et là, il explique qu'il y a une vraie division du travail et que finalement, dans ce type de manufacture, il ne manque qu'un élément, qui est la machine, pour qu'on arrive à la grande industrie. Cette machine, précisément, c'est un des grands questionnements du XIXe siècle. Je vous lis un extrait d'un dictionnaire de l'industrie en 1886 qui nous explique « Aujourd'hui, il n'est presque pas de spécialité, de quelque nature qu'elle soit, qui n'ait ou ne cherche un système de machines qui supprime totalement, ou du moins en partie, le travail manuel. C'est en effet lorsqu'une même pièce ou un même travail se reproduit fréquemment, l'expérience a démontré que le travail mécanique est beaucoup plus économique et plus parfait que celui exécuté à la main. » Alors ça, c'est une citation qui donc est extraite d'un dictionnaire de l'industrie des arts industriels de 1886 et qui, à mon avis, résume parfaitement cette pensée du XIXe siècle concernant la machine. La machine, c'est synonyme de progrès, c'est gage de rentabilité, et en même temps, ça va permettre d'atteindre une espèce de perfection dans la production que la main de l'homme ne peut pas garantir. Et cette machine va bouleverser, si vous voulez, en quelque sorte, le paysage industriel. Et le déclencheur qu'on donne en histoire de l'art de toute cette question-là, c'est une espèce de marronnier chez nous, c'est évidemment l'exposition universelle de 1851. C'est la première exposition universelle, elle se tient au Crystal Palace, et elle peut être considérée comme le point de départ donc, de ce débat qui va secouer le monde des arts décoratifs, parce qu'un constat s'impose rapidement pour la plupart des objets manufacturés, les acteurs trouvent qu'ils sont de qualité médiocre. Alors cette médiocrité, elle va être énoncée régulièrement tout le long du XIXe siècle. Elle va être énoncée à la fois en Angleterre, par Owen Jones par exemple, mais également en France ou en Belgique. Jean Lahore, par exemple, explique que signifiait ce mouvement de l'art décoratif. Il signifiait en France comme ailleurs que l'on était là de voir répéter toujours les mêmes formes et les mêmes formules, de voir reproduire toujours les mêmes clichés ponsifs, de voir imiter sans fin le meuble, Louis XIV, Louis XV, etc., etc. À partir de ces constats, on va avoir en Angleterre, va naître en Angleterre en 1862 un mouvement qui s'appelle le mouvement Art and Craft, avec plusieurs personnalités, dont deux en particulier que vous avez à l'écran ici, qui s'appellent d'un côté John Ruskin, excusez-moi, et William Morris. Dans un premier temps, avant de parler donc de l'artisanat et de l'industrie qui nous intéresse, ces gens vont surtout affirmer, si vous voulez, l'importance de l'art dans les objets utilitaires. Je vous cite William Morris. « Si vous vous abstenez d'appliquer l'art aux articles utilitaires, ce ne sont pas des objets utilitaires quelconques que vous aurez,
mais des objets utilitaires qui véhiculeront le même genre de fléau que des couvertures contaminées par la petite vérole ou la fièvre écarlate, et chaque étape dans votre vie matérielle et dans sa progression conduira un peu plus vers la mort intellectuelle du genre humain. Donc, on affirme très fortement l'importance de l'art dans les objets utilitaires. Cette importance de l'art, elle va de pair avec une vision sociale du travail, dans un pays, l'Angleterre, qui est très fortement industrialisé à cette époque-là, contrairement à la France, mais on y reviendra. Et également avec cette idée que la beauté, porter la beauté au peuple à travers l'objet utilitaire ne suffit pas, mais qu'il faut également changer le sort des travailleurs. Alors toutes ces réflexions amènent à un moment donné l'affirmation que les conditions de travail qui sont imposées par l'industrie moderne, par le biais des contraintes économiques, et en particulier par cette notion de rentabilité, vont commander des dispositifs comme la machine ou encore la division du travail, et que cette division et cette fragmentation qui est décrite par Marx à ce moment-là, un petit peu plus tard, a pour résultat la perte de la joie créatrice chez l'ouvrier, et donc amène, si vous voulez, les catastrophes qui sont visibles dans le commerce et en particulier dans cette exposition de 1851. Et une des solutions préconisées, c'est l'idée d'un retour à l'artisanat et l'idée d'un retour au travail manuel qui replace l'ouvrier au cœur de la création et au cœur de la production. Alors, pour Ruskin, par exemple, il y a l'idéal d'un Moyen-Âge, j'allais dire presque fantasmé, qui voit la coopération d'artisans et surtout l'idée aussi d'une proscription des usines qui sont vues à la fois comme une source de laideur, mais également comme une source de misère. C'est très schématique, évidemment, la façon dont j'ai présenté les choses, mais c'est pour vous expliquer comment on va essayer également, dans d'autres pays, de récupérer cette façon de faire et cette façon de penser. Alors, je vous ai mis à l'écran deux personnages. Vous avez Eugène Grasset d'un côté et vous avez Léon, le comte de Laborde, de l'autre. C'est très intéressant parce qu'en fait, ici, vous commencez à avoir un espèce, j'allais dire, d'antagonisme entre deux formes de pensée. D'un côté, vous avez Eugène Grasset qui continue sur cette idée développée par Ruskin et Morris, qui nous dit qu'effectivement, l'industrie est source, entre guillemets, de malheur, et qu'il faut revenir, quelque sorte, vers l'artisanat. De l'autre, vous avez le comte de Laborde, qui, lui, va dire, et d'ailleurs, vous allez voir que les pensées ne sont pas forcément incohérentes les unes avec les autres, le progrès est inéluctable, donc il va falloir faire avec. Eugène Grasset, je le cite, il explique qu'il faut aussi, pour les objets d'art, renoncer à la spécialisation à outrance, plaie de l'industrie actuelle, car il n'est guère possible d'imaginer qu'un objet réussi passe par 36 mains avant que d'être terminé. Autrement, toutes les qualités de Primso en disparaissent, et c'est ce qu'on peut constater dans d'importantes maisons actuelles. Le comte de Laborde, c'est le rapporteur de l'exposition de 1851. Donc lui, effectivement, il a vu et compris un certain nombre de choses, et le rapport qu'il va produire va permettre et va servir de base à une réflexion large sur ce qu'il va appeler à ce moment-là les arts industriels. Premièrement, le comte de Laborde défend l'unité de l'art autour des arts décoratifs. Il explique que les arts, les lettres, les sciences, etc., ne font qu'un avec l'industrie. Deuxièmement, il plaide pour l'idée que l'industrie soit étroitement dépendante de l'art et que l'art vienne irriguer l'industrie. Et si finalement on regarde, Léon Comte de Laborde et William Morris, on pourrait se dire qu'on a des positions relativement différentes. D'un côté, un retour à l'artisanat, de l'autre côté, une volonté plutôt de composer avec l'industrie, mais en fait, il n'y a pas réellement de scission entre les deux. Cette idée d'un art qui soit, je vais citer Laborde, l'art n'est ni aristocratique ni populaire, il n'est ni industriel ni d'essence supérieure, l'art est un, c'est une idée que Morris développe également. Et puis, William Morris ne repousse pas non plus l'idée de la machine, il l'admet à la seule condition, c'est qu'elle soit maîtrisée par l'homme et qu'elle permette, si vous voulez, à l'ouvrier d'être débarrassé d'une série de contraintes un peu harassantes. Donc en fait, en milieu du XIXe siècle, on a deux façons, de penser les arts décoratifs
par rapport à l'artisanat et à la machine. D'un côté, des productions un peu radicales, en particulier chez Ruskin, qui nous dit que finalement, si on veut revenir à des objets de bonne qualité, il va falloir revenir à l'artisanat et délaisser plutôt le côté industriel. On a des gens comme le comte de Laborde qui vont penser plutôt l'industrie parce qu'ils se disent que la marche est inéluctable et qu'il faut faire de toute façon avec, et qu'on a intérêt évidemment à croiser l'art et l'industrie. Et puis, on va avoir des positions, j'allais dire, quelque part médianes, comme Maurice, qui explique qu'effectivement, on peut utiliser dans certains côtés la machine et autres, mais qu'il faut faire attention à ne pas complètement dévaloriser cette idée d'artisanat. Ces problématiques, on va les retrouver en France vraiment tout le 19e siècle. Je vous mets ici Marius Vachon, qui est un des créateurs du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, qui a écrit un livre extrêmement célèbre qui s'appelle La crise industrielle, à l'époque, La crise industrielle et artistique en France, où il déclare « Le mot industrie sous-entend aujourd'hui celui de production par quantité ». Et il pose clairement la question des nouveaux modes de production mis en place. Une industrie d'art, si elle répond à des critères spécifiques, notamment dans la fabrication d'objets déterminés et dans la qualité, se soumet, il le pense également, à un ensemble de règles économiques et règles économiques de l'industrie, et parmi elles, la notion de rentabilité. Donc c'est une notion essentielle, si vous voulez, pour comprendre une certaine façon de penser qui nous amène à vraiment imaginer, j'allais dire, l'industrie comme le seul sauveur, à un moment donné, de ces arts décoratifs. Et en contrepoint, on a toujours cette idée de l'artisanat avec, je vous cite encore une autre personne, qui voit finalement dans l'industrie cette espèce de déshumanisation du travail qui apparaît. Alors c'est quelqu'un qui parle des faïenceries à ce moment-là de Gien. Il n'y a aucun des défauts qui abondent dans les pièces originales. On n'aperçoit ni bouillon, ni fissure dans la pâte, ni manque, ni défaut dans l'émail. Le dessin est bien net, bien propre, identique à lui-même dans toutes ses parties. Il n'y a enfin aucune défaillance dans la coloration. Nulle part la couleur ne bave dans la pâte, ne fond sous l'émail. C'est tout avantage quand on a pour presque rien du neuf aussi irréprochable. Il ne reste vraiment qu'à sourire de pitié en voyant les maniaques payer les vieilleries au prix de l'or. Oui, mais sous cette apparente perfection, il n'y a qu'une machine, souverainement froide et intelligente sous sa rectitude, tandis que sous les imperfections nombreuses des faïences anciennes, il y a l'homme avec sa main souvent maladroite, mais aussi avec sa manière de voir et son sentiment, quelquefois même avec son émotion. Je suis, je l'avoue, sans rigueur pour les insensés qui cherchent à s'approprier cette humanité, ce sentiment, cette émotion. Je réserve ma pitié pour ceux qui ont des yeux pour ne rien voir et une intelligence pour ne rien sentir. Alors, pour résumer, ce que j'ai dit extrêmement rapidement. Si vous voulez, dans la civilisation artisanale, c'est pas moi qui le dis, je cite, la pièce qui est produite, elle peut être considérée comme une œuvre, c'est-à-dire comme l'expression d'une individualité. Dans la civilisation industrielle, l'objet devient le fruit d'une action collective dans laquelle la décision des tâches ne laisse souvent à chaque intervenant qu'une part minime, anonyme et inexpressive. Et en fait, le combat, si vous voulez, qui se joue dans les arts décoratifs à cette époque-là, c'est cette idée, d'un côté, d'un objet qui est investi par l'homme, et de l'autre, celui d'un objet qui, si certes, il a une vraie qualité, en termes de fabrication, est quelque part relativement déshumanisé. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, je me suis permis de prendre un cas extrêmement concret en parlant de la verrerie. Je ne sais pas si vous connaissez bien le verre, mais son histoire est intéressante parce qu'elle va nous permettre, si vous voulez, de comprendre le passage à la manufacture et toutes ces choses-là. Premièrement, au départ, quand on fabrique du verre au Moyen-Âge, on est seul devant son four et on fabrique l'objet de A à Z. Au XVIe, XVIIe siècle, on va commencer à penser la manufacture. C'est-à-dire que pour fabriquer un verre à pied, on n'a plus besoin d'une personne, mais on a besoin de 7 personnes. Pour le même objet, on passe d'une personne à travailler à 7 personnes qui travaillent. Mais en fait, paradoxalement, le passage d'une personne à 7 personnes permet d'avoir une vraie rentabilité en termes de travail. Je résume la situation par un des capitaines d'industrie de l'époque.
Chaque ouvrier constamment occupé à la même chose acquiert une habileté qui double et quelquefois quadruple les produits de son travail. Et il conclut, faire mieux et plus vite, c'est évidemment courir à la fortune. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'allais dire au XVIe, XVIIe siècle, on décide de fabriquer plus d'objets? On décide de les fabriquer simplement parce que les industriels veulent gagner plus d'argent? Non, c'est plus compliqué que ça. En même temps qu'on a ces transformations industrielles, on a également des transformations sociopolitiques qui sont majeures. Alors, juste une partie des transformations. On a des moments importants dans notre, dans notre journée, c'est le moment du repas. Je vais faire très schématique encore pour vous expliquer comment les choses changent et comment, en fait, l'industrie est obligée de s'adapter à ces changements. Au Moyen-Âge, un verre était partagé par l'ensemble des convives. C'est-à-dire qu'on mettait un verre au milieu de la table et chacun buvait dans le verre. Alors ne voyez pas le Moyen-Âge comme une espèce de chose absolument abominable, parce qu'en fait, les règles de vie autour et du repas sont extrêmement strictes. On parle de se laver les mains, etc., ce qui n'est pas toujours évident encore aujourd'hui. Mais il se trouve qu'effectivement, on avait généralement de la vaisselle partagée. Ensuite, au XVIe, XVIIe siècle, on va avoir ce qu'on appelle le service à la française. Le service à la française nous dit que on fait plusieurs services, je parle de maisons riches, évidemment, on fait plusieurs services, mais surtout, à aucun moment, et c'est très mal poli, on ne boit en public. Le verre et les boissons sont mis de côté et sont apportés par le domestique à la personne qui veut boire, en imaginant que c'est toujours celui qui hiérarchiquement est le plus important autour de la table qui boit en premier. Donc, on a relativement peu d'objets en verre, on a besoin de relativement peu d'objets en verre. Par contre, à l'intérieur de cette table, on commence à voir apparaître ce qu'on appelle des objets décoratifs qui sont importants, salières, etc., qui, eux, demandent effectivement un autre type de fabrication. Et puis, au cours du XIXe siècle, au moment où les verreries vont vraiment devenir des grandes manufactures, vont employer des milliers d'ouvriers, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on est passé du service à la française au service à la russe. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous les convives autour de la table, chacun avec une assiette et des verres, et qu'on va penser ce qu'on appelle le service de table. C'est-à-dire un service de table, ce n'est pas simplement 2 verres comme aujourd'hui quand on va au restaurant, avec un verre à eau et un verre à vin, c'est, entre 40 et 70 verres. Puisqu'il faut un verre à vin rouge de Bourgogne, un verre à vin rouge de Bordeaux, un verre à vin blanc de Bourgogne, un verre à vin rouge blanc, etc., un verre pour les alcools forts, un verre pour l'eau plate, un verre pour l'eau pétillante, un verre pour l'eau avec orangée, etc., etc. Bref, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, effectivement, il faut, produire cette production, la fabriquer. Ce qui explique le changement, à un moment donné, de paradigme également dans les manufactures. Je rappelle également que c'est le moment où s'invente le restaurant, c'est le moment également où, à l'intérieur des habitations, se crée une nouvelle pièce qui n'existait pas, qui s'appelle la salle à manger. Bref, toutes ces choses-là amènent, si vous voulez, une nouvelle façon de penser le verre. Résultat des courses. Pour une cristallerie que je connais bien, Baccarat, en 1890, c'est 2000 ouvriers. 2000 ouvriers pour produire des services de table qui font chacun entre 40 et 70 pièces. Où chaque convive chaque maître de maison qui reçoit des convives se doit d'avoir l'intégralité des services. Donc effectivement, ce rapport à l'artisanat, il n'est plus tout à fait évident. Et pourtant, la verrerie est, une des rares entreprises qui inventait une des rares activités humaines qui inventée depuis l'Antiquité, n'a pas tellement bougé en termes de travail et de savoir-faire. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, Baccarat est obligé de repenser son paradigme, son travail de production. Ça veut dire qu'ils vont à la fois mettre dans la même entreprise des gens
qui sont des ouvriers qui ne travaillent qu'à la main, ce célèbre savoir-faire, cet artisanat, et en même temps penser des dispositifs qui leur permettent de pouvoir travailler de manière plus efficiente. Alors, je vais vous énumérer les choses rapidement. Apparition de la gravure chimique en 1856, du rebrûlage en 1867, du malaxage mécanique de la composition en 1978, des machines à tailler en 1882, ou encore le remplacement des moules en bois par des moules de métal en 1883. Alors, toutes ces nouveautés que j'énumère n'ont pas du tout les mêmes incidences sur la production. Le malaxage mécanique de la composition, par exemple, ça permet juste de simplifier une tâche qui est extrêmement ingrate et fatigante sans absolument dénaturer le travail du verre. Le coupage au gaz ou le guillochage posent d'autres problèmes. Ces deux nouveautés imposées pour des raisons de rentabilité, font à la fois disparaître des savoir-faire spécifiques tout en autorisant des contreparties novatrices. En introduisant le coupage au gaz dans la production des verres à pied, Baccarat contribue certes à la disparition progressive d'un des savoir-faire du chef de place, mais permet dans le même temps une plus grande finesse des verres qu'on ne pouvait pas avoir manuellement. Paradoxalement, et c'est là où c'est intéressant, où j'allais dire ça frotte, interrogé par une commission d'enquête qui, à ce moment-là, à la fin du XXe siècle, enfin la fin du XIXe siècle, posait la question de la situation des ouvriers d'art dans l'industrie, Henri Michaud, qui est l'administrateur de la compagnie, s'émeut presque des avancées à Baccarat. Et il dit « Autrefois, on avait de bons ouvriers, aujourd'hui, on ne trouve plus ces sujets d'élite. Parce que le travail a été tellement simplifié par les procédés mécaniques que les ouvriers de ces diverses professions ne font plus d'efforts pour arriver à une véritable habileté. » C'est-à-dire que dans une entreprise où justement la main, l'habileté est à ce point importante, les contraintes de la production qui amènent des nouveautés en termes, mécaniques et autres, technologiques, enlèvent finalement et posent des problèmes aux administrateurs. Alors, cette façon de faire, on va trouver des reproches très très forts. Émile Gallet, qui est le grand verrier de l'époque, ne voit dans ces modes opératoires, généralement, de l'industrie qu'un assèchement de la création lié à une production de moins de qualité. Alors son jugement est sévère, je vous le lis. « Je sais bien que nos grandes usines font quelquefois aux artistes des avances honorables, mais les modèles qu'on crée pour elles, des ingénieurs les font exécuter par fraction à des ouvriers, véritables machines qui n'ont ni la connaissance de l'œuvre, ni les premiers éléments du dessin. Non seulement en général, mais en ce qui concerne les industries de la région, il me paraît évident que ces agglomérations d'hommes et de capitaux ne peuvent prêter aux délicatesses infinies de la création artistique toute l'attention qu'elles exigent. » Et il poursuit, « Leur demander de faire de l'art seulement à ces industries, ce serait vouloir leur mort. Leur raison d'exister n'est pas la production patiente de chefs-d'œuvre, mais la production de milliers de quintaux et de centaines de tonnes par jour, quintaux artistiques si possible, mais quintaux avant tout. » Or, et je conclurai là-dessus, ce qui est intéressant de remarquer, c'est la différence, si vous voulez, entre, d'un côté, Émile Gallet, très rapidement, et Baccarat. Émile Gallet, c'est 200 ouvriers. Baccarat, c'est 2000 ouvriers. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique de Baccarat n'est pas la même problématique que celle d'Émile Gallet, qui effectivement peut s'autoriser à avoir une production, beaucoup plus liée à l'artistique, avec un véritable dialogue avec l'ensemble des gens qui travaillent chez lui, alors même que Baccarat, lui, cette industrie doit d'abord et aussi penser, si vous voulez, en termes de rentabilité et au fait de devoir payer d'aussi nombreuses personnes. Ceci étant, et je terminerai vraiment là-dessus, ce qui est intéressant de voir dans cette histoire-là, c'est que lorsque Gallet est mort en 1904, son entreprise a perduré quelques années, parce que le modèle économique était entièrement lié à une personne, qui était capable de la faire vivre, mais qui était capable surtout de la faire vivre en termes artistiques. Mais une fois que Gallet a disparu, l'entreprise a disparu. Baccarat, avec son système de fonctionnement, finalement, qui est purement industriel, et en réfléchissant à poser le problème de l'artisanat et de l'industrie, mais sans jamais s'interdire de faire venir ce qui lui permet d'avoir une meilleure rentabilité, perdure encore aujourd'hui. Voilà. J'ai terminé.